Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 9 septembre 2021. Elisabeth II, après 70 ans d'un règne hors du commun, la souveraine laisse une empreinte durable sur la monarchie. La reine qui avait accédé au trône en 1952 à l'âge de 25 ans est morte le 8 septembre à 86 ans, monarque impassible, vénéré par le peuple britannique, chef des armées, gouverneur suprême de l'Église anglicane. Elle a été l'interlocutrice du 15 premier ministre britannique. C'était en 1991 à La Harare, capitale du Zimbabwe, à l'issue du sommet du Commonwealth, quand Elisabeth II a fait son apparition sur la marquise de Bercy sur la pelouse du Haut Commissariat britannique. L'invité à s'afficher, la souveraine est plus petite qu'on ne l'imagine. Sa poignée de main est molle. Sa voix nasale se fend des phrases pratiquement inaudibles. Cette femme qui dégage une autorité naturelle soit son interlocuteur d'un sourire à peine équissé. Le dialogue se limite à deux questions banales. Un court silence instable. La reine disparut. La monarque excellait dans cette double nécessité de paraître à la fois accessible et inaccessible. C'est une vraie reine, comme l'avait déclaré à divinatif le président Mitterrand. On avait toujours l'impression d'avoir vu Elisabeth II morte le 8 septembre à l'âge de 96 ans dans le musée de Cire, comme chez Madame Tussauds à Londres. Cette qui se page vivante de l'histoire avait été l'interlocutrice des 15 premiers ministres britanniques, des 14 présidents américains, d'un ensemble de chefs d'État de la 5e République. N'avait pas pour interlocuteur toutes les personnalités politiques de la planète, de Churchill à Gaulle, en passant pour Kennedy et par Nehru. C'était en même temps un ensemble sous son règne. Le Royaume-Uni avait connu toutes les joies des succès et de l'affaire de la défaite, démontrant ainsi qu'une nation prise à être un équilibre ancien, déjà rompu, et d'un équilibre nouveau qui reste inventé à travers la monarchie, se réfère. Courtoise, imperturbable. Monarque le plus photographié en peine du globe, Elisabeth II était de surcroît un ordonnateur vivant. Si elle n'avait pas été reine, mourait dans son silence et dans une dignité qui siente nous seulement un chef d'État et d'un empire, aujourd'hui devenu Commonwealth, mais encore au chef des armées et du gouverneur suprême de l'Église anglicane. Quel mémorialiste il est heureux pour être. On peut toutefois se demander si secrètement cette femme petite, timide et l'éducation son maître n'est pas détesté cet échange sa vie durant. Peu embarrassée et des préoccupations littéraires ou artistiques, Elisabeth II était le prototype même de cette gentilité anglaise, toute dévouée au scout des animaux. En dehors de ses visites officielles, elle était toujours entourée de ses chers courgis assurés d'un soin particulier. Personne n'avait jamais rien pu lire sur ce visage lourd de secrets qu'elle emporte dans sa tombe. C'était toujours la même impassibilité dans les situations les plus dramatiques, la même matrice devant des événements improuvants. L'image la montre seule, sur une stèle de la chapelle du château de Windsor, toute vêtue de noir face au cercueil de son épouse, le prince Philippe. Lors des obsèques de ce dernier, le 17 avril 2021, résume son stoïcisme.
courtoise, imperturbable. Elle n'avait jamais sourcillé face aux attaques cruelles de la presse tabloïde contre sa famille, en particulier lors de la crise provoquée par la mort de la princesse Diana. Dans un accident de la circulation à Paris, le 31 août 1997. La reine, probablement affectée par la rupture en 2020 de son petit-fils Harry et de son épouse Meghan Markle avec les Windsor et par les accusations de racisme qui lui sont portées contre la famille royale. Accusations qui épargnent les souverains, n'ont rien laissé paraître, tentant seulement par un communiqué d'apaiser les tensions. Elle n'a rien exprimé lorsque son fils Andrew a été accusé d'agression sexuelle sur une mineure, mais lui a retiré en janvier 2022 ses titres militaires et de ses parrainages d'association. Même à ses rares amis, Elisabeth II ne se livrait guère. Lorsqu'elle naît à Londres, dans les grands quartiers de Mayfair, le 21 avril 1926, rien ne prédestine Elizabeth Mary Windsor en trône. Elle est le premier enfant du duc et de la duchesse d'York. Le duc est le second fils du roi George V, auquel a succédé tout naturellement le 20 janvier 1936 le prince de Galles. Edward, nièce du futur roi, elle est promise à devenir un membre mineur de la famille royale. Le cheval, la passion de sa vie. Son enfance est idyllique, mais le 17 décembre 1936, à la suite de l'abdication de son oncle, Edward VIII, son frère monte sur le trône sous le nom de George VI, devenu princesse héritée à 10 ans. Elisabeth se retrouve avec ses parents et sa jeune sœur, Margaret, pour pousser du jour au lendemain sous les projecteurs de l'actualité. Très vite, elle fait un apprentissage des charges qui seront les siennes, tandis que Margaret se distingue par sa fantaisie. Elisabeth se caractérise par son sérieux et son application. Sa gouvernante, la vicomtesse Marie-Antoinette de Bellelingue, lui enseigne le français. La princesse, alors âgée de 13 ans, prononce son premier discours officiel dans la langue de Molière à l'occasion de la visite d'État à Londres du président Lembrun en 1939. Elisabeth n'a jamais fréquenté aucune école. Des tuteurs privés initiant également à l'allemand, langue dans laquelle elle a rapidement pu tenir une conversation, mais aussi à l'histoire des hauts rudiments des affaires de l'État. La princesse apprend à monter à cheval, un sport qui restera sa grande passion, de même que les courses de son écuyer à ses couleurs. La vie des familles est calme, équilibrée, un peu gandeux, son effet de la protocole rigoureuse. Père adoré, Georges VI est un homme timide, foncièrement bienveillant, mais frappé d'un terrible bégaiement. De plus, il est tourmenté par une charge qu'il ni cherché ni souhaité. Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, le roi veut envoyer son épouse et ses 2 fils au Canada, comme le suggère Winston Churchill, le premier ministre du Royaume-Uni.
Face au refus de la reine de le quitter, les princesses restent au château de Windsor, idéal de Londres, plutôt qu'un Buckingham Palace, jugé trop vulnérable. Pour remonter le moral de la nation, Lilibet, son surnom française héritière, multiplie les apparitions publiques en uniforme de grenadier, de la garde ou l'ambulancière, alors qu'elle apprend à conduire au camp militaire de Aldershot. Fin 1944, munie de son permis, Elisabeth matricule 23 08 73, rejoint l'armée de réserve comme conductrice de camions. À plusieurs reprises, il s'adresse à la radio et ses futurs sujets. Reine à 25 ans. La paix revenue, Elisabeth accompagne ses parents dans les voyages en province comme dans le Commonwealth. Prononce ses premiers discours. Son mariage le 20 novembre 1947 avec un cousin éloigné, Philippe Mountbatten, membre de la famille royale grecque et ancien écuyer du roi, et l'un des premiers reportages télévisés retransmis à travers l'Europe occidentale. De ces mariages d'amour apportent le bonheur et l'équilibre nécessaires à l'exécution des tâches des souveraines. Naîtront quatre enfants. Charles, 1948, Anne, 1950, Andrew, 1960 et Edward, 1964. Ils donneront à Elisabeth et à Philippe 8 petits enfants, mais la santé de son père, atteinte d'un cancer, épuisé par la lourdeur de la couronne, chancelle. En 7 août 1962, aux côtés de Philippe, la princesse effectue une visite officielle au Kenya, première étape d'une tournée qui doit l'amener dans le sous-continent indien et en Australie. Le 6 février, le roi George XVI meurt pendant son sommeil au château de Sandringham. Sa fille est née, alors âgée de 25 ans, lui succède. À l'aéroport de Heathrow, le 7 février, les hommes politiques alignés derrière le chef du gouvernement, Winston Churchill, en par-dessus noir, accueillent une fille en entreprise sous l'eau, puis descendait de la passerelle de l'avion en provenance des États. Dans l'enveloppe contenant les documents d'ascension, le grand chambellan doit écrire les noms choisis par la nouvelle monarque. Elle aurait pu choisir Mary troisième plutôt que de risquer une éventuelle confusion avec sa mère, la reine Elisabeth. Elle obtient un faveur de son premier prénom. Le 8 février 1952, à 11h15, Elisabeth II est proclamée reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, chef du Commonwealth, gouverneur suprême de l'Église de l'Angleterre et commandant en chef des forces armées britanniques. Une nouvelle ère élisabéthaine. Dieu m'aide à remplir dignement cette lourde tâche qui m'enchante si tôt dans ma vie, déclare le quatrième souverain britannique à régner depuis Guillaume le Conquérant, d'une voix entendue soudaine, mais assurée. Une photo mémorable montre les trois reines réunies, Elisabeth, sa mère et sa grand-mère Mary, autour du catafalque en Westminster Hall, portant les longues voiles noires. Avec ces clichés, les pays se sentent immortels. La jeune reine est le nouveau maillon de la chaîne nationale à travers les âges, de Egbert de Wessex
au Saxe-Gotha, baptisé Windsor. 16 mois plus tard, il est couronné dans l'abbaye de Westminster, une cérémonie qui sera l'une des premières fêtes catholiques depuis l'avènement de la télévision. Winston Churchill évoque alors le début d'une nouvelle ère élisabéthaine, en souvenir d'Élisabeth Ier, 1558-1603, qui avait hérité d'un royaume désuni et faible et avait légué une nation riche et redoutée. Au début de son règne, la force d'Albion pouvait encore faire illusion. Cette année-là, la Grande-Bretagne a cédé au rang de puissance nucléaire, mais le pays était épuisé économiquement par la victoire sur le nazisme, chèrement acquis. La livre tombait, les produits intérieurs bruts chutaient, les conflits sociaux se multipliaient, et l'empire craque de toutes parts sous les effets de la décolonisation. Dans les années qui suivent son couronnement, cette jeune femme apparemment effacée jouant d'un prestige personnel auquel personne n'y attendait. Aucun doute pour tenir la fonction. La reine possède une traite de caractère indispensable qui s'appelle détermination. Les autres autorités, si elle n'a de la reine Victoire 1837-1901, sa trisaïeule montée sur le trône l'âge de 17 ans, ni l'ironie cinglante, ni le sévère chignon. Le profit est le même, celui du contrôle des soins empreintes de froideur. Avec une habileté redoutable, elle contrecarre des manœuvres de son oncle, Lord Mountbatten, visant à restaurer la ligne impériale, remplacée par Windsor en 1917 en raison des sentiments anti-germaniques nourris par la population lors de la Première Guerre mondiale. Il refuse ensuite le titre de consort à Philippe et marginalise sa mère, dont l'influence demeure grande au sein de la vieille garde du Palais. En 1955, elle met son veto au projet de mariage de sa sœur, Margaret, et du groupe capitaine Peter Townshend, directeur adjoint de la Maison Royale. De 20 ans, son aîné. Il est de surcroît divorcé qui le rendent inacceptable aux yeux de l'Église d'Angleterre. Peu à peu, les courtisans nommés sur la reine précédente sont écartés au profit des personnalités moins conservatrices, bien qu'ils sortis du même moule, rejetant des grandes familles et des soldats de carrière. Elle s'appuie alors sur la même pilière que la reine Victoire, les palais, l'armée, la religion et la noblesse. Les glamours de Lady Diana. En 1981, elle donne son aval à l'union entre son fils aîné et Lady Diana, qui apportait à la monarchie britannique le glamour qui lui manquait. Mais quand les scandales entourant le couple princier menacent de déstabiliser la dynastie, la reine s'oppose vivement à son ex-bru. Après son divorce en 1996, la souveraine était une femme traditionnelle. Longtemps, le divorcé avait été banni de sa cour. Comble d'hypocrisie à la lumière des pratiques matrimoniales de sa sœur et des trois de ses enfants.
Les recrutements des membres de la maison royale étaient entachés de sexisme. La reine, en fait, préférait travailler avec les hommes. Colonel en chef de certains des régiments, la reine était étroitement associée aux forces armées, avec lesquelles elle partageait l'essence de l'héritage. Mais elle n'est jamais eu de cuillère. Il faudra entendre les années 1990 et une campagne de Prince Charles pour que des Antillais puissent intégrer les régiments des grenadiers de sa garde. Sur le plan politique, la reine a toujours scrupuleusement veillé à ne pas ingérer dans l'affaire du gouvernement en faisant connaître sa position. Personne n'est jamais sûr qu'elle a pensé de Brexit. Pas question pour la monarchie de mélanger ses convictions personnelles avec les devoirs de sa charge. Elle n'avait d'ailleurs jamais donné interview aux médias la tonalité de son message de Noël. Le seul discours qui a régi son contingence ministérielle était toujours consensuel. Rien n'est jamais transpiré de la tenue de l'audience. Rien n'est jamais transpiré de la tenue de l'audience privée des hebdomadaires entre le chef de l'État et les locataires du 10 Downing Street. L'incarnation du sacré. Selon la formule officielle, la reine est autorisée à formuler des avertissements, donner des encouragements et des conseils. Les souverains incarnent le sacré sans détenir les leviers du pouvoir, assurant à la démocratie un équilibre inégal. S'il dépose des dossiers les plus secrets dans ces fameuses boîtes rouges et dans un conseil privé, composé de plus hautes personnalités du royaume, le chef d'État jouait en pratique un rôle de notaire contresignant des décisions prises par d'autres. Par exemple, le discours du trône qu'il prononce chaque année et rédige par son gouvernement. Reste que malgré ses limites à son action, Elisabeth II n'avait vraiment rien d'un chef d'État potiche. La reine doit d'abord nommer le premier ministre. Le système électoral uninominal en tout lui facilite cette tâche en dégageant une majorité à la Chambre des communes. Confronté en 1974 à une assemblée introuvable qu'il avait choisi le travailliste Harold Winslow, son premier ministre préféré, qui les yeux étaient mieux à même de former une équipe ministérielle soutenue par les libéraux que le conservateur Edward Heath. Même Margaret Thatcher, qui n'a sa tête, avait reconnu l'intérêt du pouvoir s'entretenir avec une personnalité au courant des affaires du royaume, mais au-dessus de la mêlée politique. Insensibilité centriste. Des témoignages des dignitaires britanniques et étrangers se dessinaient les profils d'un monarque plus intéressé pour le joute parlementaire de Westminster. Elisabeth II était partisan d'un droit modéré. Son antipathie par l'autoritaire Margaret Thatcher, les rumeurs faisant état de ses inquiétudes devant la dégradation du tissu social sous les Tories entre 1969 et 1997 et le risque d'éclatement du Commonwealth provoqué par le problème d'extension contre l'Afrique du Sud de l'apartheid
indiquait une sensibilité centriste. D'où sa bonne entente avec ses premiers ministres conservateurs de la vieille école, en particulier son mentor Winston Churchill, le grand bourgeois Harold Macmillan et Anthony Eden, un aristocrate Lord Home. Son relation avec le chef du gouvernement de droite, issus des milieux populaires comme Edward Heath, Margaret Thatcher et John Major, avait été plus difficile dans la mesure où leur activisme, que ce soit en matière de privatisation ou le sujet de l'Europe, avec une mise à mal l'unité du pays. Comme il n'y a pas plus monarchiste qu'un dirigeant travailliste, ses rapports avec Harold Wilson, James Callaghan et Tony Blair avaient été marqués d'une grande cordialité. En général, l'intervention personnelle de cette anglicaine très croyante s'était limitée aux nominations des évêques du palais. Pour faire connaître publiquement son point de vue, la souveraine toutefois n'avait pas hésité à faire appel aux autres membres de la famille royale, le duc d'Édimbourg ou le prince Charles, qui n'était jamais privé de critiquer ouvertement la politique gouvernementale. Une démarche fédératrice. Sa deuxième réussite avait été de fédérer la divise peuple du royaume. Le chef d'État est garant de l'unité de la nation face à la multiplication des forces centrifuges aux marches du pays, en particulier en Écosse. Enfin, malgré l'adhésion de 1973 du Royaume-Uni au marché commun devenu Union européenne, la reine était parvenue à maintenir le lien avec le Commonwealth, la grande famille d'autres mères vis-à-vis, de laquelle elle avait une affection toute particulière. Son autorité morale à la tête de cette association, regroupant principalement les anciennes colonies, lui avait permis de désarmer 3 crises constitutionnelles. L'Australie, 1975, la Grenade, 1983 et Fidji, 1988. La reine connaissait personnellement tous les chefs d'État du Commonwealth et de bon nombre des autres pays. Il avait été le premier souverain britannique à mettre les pieds en Russie, 1994, et en Chine, 1986. En mai 2011, la souveraine avait effectué l'un de ses plus délicats voyages officiels, une visite d'État en République d'Irlande, qui fut un triomphe malgré des blessures des deux côtés d'une guerre civile de 30 ans. Dans la Ulster, toujours son élégide de la couronne d'Angleterre. Enfin, la monarque se considérait comme la chef de la famille royale, comme avait baptisé son père le Royal House of Windsor, à elle les grandes affaires du royaume, aux autres créneaux particuliers, l'écologie et les minorités raciales, Charles, le sport Philippe, la santé Anne et la commerce extérieur Andrew. Cédant aux pressions de son mari, d'abord de Prince Charles, ensuite Elisabeth II avait accepté petit à petit de donner à l'opinion une image moins solennelle de la monarchie. La fameux reportage de la BBC diffusé en 1969 montre la reine et sa famille en train de faire cuire des saucisses lors d'un pique-nique en Écosse, avait ouvert la voie de la médiatisation. Après la nuit horrible de 1992, lorsque Charles et Andrew avaient vu leur couple respectif exploser en son château de Windsor, sa résidence favorite avait été la proie des flammes. Elle avait multiplié les gestes de communication avec ses sujets en sortant de
sentier battu et rabattu du protocole. Visite un pub, un McDonald's, un RHLH, un LHLM, gère de la liste royale pendant une décennie utilisation d'avions charter pour les déplacements. Vendu yacht Britannia. La plupart des vieilles barrières avaient été abattues. Toujours réservées, souvent distantes, Elisabeth II avait toutefois pour du genre à convier à sa table des emboyeurs, ni même à faire son courset à bicyclette. Dans les peu des Britanniques qui souhaitent une telle popularisation d'une institution de nature à travers les siècles, donc immuable, comme disait essayiste Walter Bagehot, 1826 1877. On peut avoir une cour splendide, on parle de cours de tours, mais rien ne saurait justifier une cour médiocre. Destinée de très jeune à monter sur le trône, Elisabeth était toujours réservée, souvent distante de l'autre. Fallut entendre de la désarmer en décembre 1997 du yacht Britannia pour l'avoir versé quelques larmes en public. 2 mois plus tôt, à la mort de Diana, il avait été incapable de manifester les moindres émotions alors le pays était en pleurs. Certains à gauche, critiquant la coûte de la monarchie, mettant en cause ses châteaux, ses écuyers ou sa fortune personnelle. Sa personnalité passée, vénérant les âges établis et se méfiant du changement, était contestée dans le milieu républicain. Toutefois minoritaire, les coutumes des souhaits de la cour étaient souvent critiquées par les chroniqueurs royaux. Si elle avait toujours cultivé bonne vieille valeur traditionnelle de ces castes, était très attachée aux phases de la royauté, Elisabeth II avait multiplié les concessions. À l'époque moderne, les allègements du protocole luxe du mariage, le 29 avril 2011, de son petit-fils, le prince William, avec une routière, Catherine Middleton. Sa présence au concert rock de Buckingham Palace lors de son jubilé de diamant en juillet 2012 et son intervention dans un court métrage aux côtés de Daniel Craig, l'interprète de James Bond, diffusé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 28 juillet 2012, témoignant de sa formidable capacité d'adaptation. Personne n'avait jamais mis en doute le sens des devoirs, la bonne volonté et le professionnalisme d'Elisabeth II. Pas sa dignité tranquille, son dévouement total à la fonction, à l'intelligence de son rôle, cette souveraine aristocrate et de naissance, mais petit, bourgeoise par ses goûts, avait réussi à ancrer plus solidement que jamais l'une des institutions les plus anachroniques au monde, la monarchie britannique. Elisabeth II en plus date. 21 avril 1926, naissance à Londres. 10 décembre 1936, abdication de son oncle Edward VIII, le père d'Elizabeth George VI, monte sur le trône. 20 novembre 1947, épouse Philippe Mountbatten. 14 novembre 1948, naissance de Charles, prince héritier. 15 août 1950, naissance d'Anne, princesse royale. 6 février 1952, mort du roi George VI. 8 février 1952,
Elisabeth II est proclamée reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, chef du Commonwealth, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre et commandant en chef des forces armées britanniques. 2 juillet 1953, cérémonie du couronnement dans l'abbaye de Westminster. Avril 1957, première visite officielle en France. 19 février 1960, naissance d'Andrew, duc de York. Novembre 1963, les Beatles donnent un concert devant la famille royale. La reine les remettre lors de l'Empire britannique en octobre 1965. 10 mars 1964, naissance d'Edward, comte de Wessex. 24 janvier 1965, mort de Winston Churchill, premier ministre de la reine. 1977, 25 ans de règne, jubilé d'argent. 29 juillet 1981, le prince Charles épouse Lady Diana Spencer. 21 juillet 1982, naissance du prince héritier William, fils de Charles et Diana. 1992, la reine qualifiée cette année d'une nuit horrible. Après le divorce de deux de ses enfants, Andrew et Anne, et incendie d'une partie du château de Windsor. Décembre 1992, séparation du prince Charles et de Lady Diana. Mai 1994, inauguration de Tunis-sur-la-Manche en compagnie de François Mitterrand. 1996, divorce du prince Charles et de Lady Diana. 31 août 1987, mort de Lady Diana dans l'incident de l'accélération à Paris. 5 septembre 1997, locution de télévisée de la reine où elle exprime son admiration pour Diana. 2002, 50 ans de règne, jubilé d'or. 9 février 2002, mort de Margaret, sœur de la reine. 30 mars 2002, mort d'Elisabeth, mère de la reine. 29 avril 2011, mariage du prince William, duc de Cambridge, petit-fils de la reine et de Catherine Middleton. Mai 2011, première visite en Irlande depuis son indépendance en 1922. 2012, 60 ans de règne, jubilé de diamant. 27 juillet 2012, la reine inaugure les Jeux olympiques de Londres. 13 juillet 2016, nomination de Theresa May, 13e premier ministre de la reine. 19 mai 2018, mariage du prince Harry, duc de Sussex, petit-fils de la reine et de Meghan Markle. 24 juillet 2019, nomination de Boris Johnson, 14e premier ministre de la reine. 9 avril 2021, mort du prince Philippe, duc d'Édimbourg, épouse de la reine. 8 septembre 2022, morte à 96 ans.